Bienvenue à Beautiful People, le podcast qui se penche sur les phénomènes psychologiques et sociaux. Cette semaine au podcast, j'ai reçu Marie-Christine Brault, sociologue et professeure agrégée à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, elle a fait pas mal de routes pour venir discuter avec moi de médicalisation et plus précisément du TDA et TDAH. C'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur, vous allez le voir durant le podcast. Puis j'espère que ça va ouvrir des discussions sincèrement. Sur ce, je vous en dis pas plus. Bon podcast et bonne écoute. Marie-Christine, merci d'être avec moi aujourd'hui, d'avoir fait la route, en fait, de Chicoutimi jusqu'à Montréal. C'est un aubaine, presque, pour moi. Je pense que ça serait une bonne idée de commencer par ton parcours, parler un peu de ton parcours, parce que c'est un parcours assez atypique, surtout dans l'ère de psychologisation qu'on est aujourd'hui. Fait que j'aimerais ça que tu te présentes un peu à nous. Parfait. Bien, bonjour. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Donc, mon parcours, c'est vrai qu'il n'est pas linéaire. Puis, je pense qu'en même temps, c'est une force. C'est rare, les parcours non linéaires. J'ai l'impression qu'il y a surtout en psychologie, là, les gens qui commencent en psycho, ils ont des parcours très linéaires, mais moi, en fait, j'ai fait mon bac en psychologie à l'Université de Montréal. Puis, au cégep, j'avais adoré la sociologie. Pour vrai, c'était mon coup de cœur. Puis, quand j'avais fait ma sélection à l'université, j'avais demandé à être admise en sociologie et en psychologie. Okay. Finalement, j'avais choisi la psycho. J'ai fait mon bac là-dedans, mais à la fin de mon bac, j'avais le goût d'en savoir plus sur la société, puis l'environnement, ou en tout cas le contexte dans lequel les individus évoluaient, parce que je n'étais pas si satisfaite que ça avec les explications psychologiques, uniquement. Donc, après mon bac en psycho, en fait, j'ai été en orientation scolaire et professionnelle même. OK. Ouais, j'ai fait une propédeutique là-dedans pendant 1 an pour me réorienter finalement en sociologie parce que j'avais eu un cours en sociologie de la réussite et j'avais adoré, puis ça avait comme juste ravivé ma flamme de la sociologie. Donc, je suis allée à l'Université de Montréal, puis j'ai fait ma maîtrise en sociologie, disons, plus de l'éducation. Puis, après ma maîtrise, j'ai poursuivi au doctorat en sociologie, mais plus du côté de la santé mentale cette fois-ci. Ah ouais, fait que là, t'as retourné un peu avec... Oui. Mais ça me fait rire que ton parcours, en tout cas, résonne vraiment en moi parce que j'ai dit ça récemment, puis j'ai dit, plus je fais de la psycho, plus j'aime la socio, tu sais. Parce que on dirait que, justement, puis c'est ce qu'on apprend justement en psychologie, sociologie, champ d'études, qui est un cours en particulier dans le bac que je fais en ce moment, qui fait vraiment le pont avec les deux. Puis, tu sais, je me rends compte à quel point c'est comme indissociable, là, tu sais. Puis c'est ça qui est frustrant, je pense, de la psychologie, parce que, oui, c'est beaucoup tourné vers l'individu, mais, tu sais, comme les domaines émergents, comme l'épigénétique, on se rend compte, là, l'espèce de lien entre l'environnement et à peu près n'importe quoi, autant que ça soit la santé mentale, la psychologie, autant que ça soit la bio, autant que ça soit la génétique, etc. Fait que je suis vraiment contente de vous entendre parler comme ça. Ça me fait chaud au cœur. Moi, je vous ai vu, en fait, je vous ai connu un peu plus justement dans ce cours-là. Vous êtes venu faire une conférence que je trouvais hyper pertinente, que je trouvais importante. Donc, ma première question, je pense, pour débuter le podcast, pourquoi on dit qu'on est dans une ère de médicalisation? Peut-être. Très grande question, mais oui, on est dans une ère de médicalisation parce que, en fait, le médical, tout ce qui est médical est vraiment, valorisé. Est vraiment, mis de l'avant. Puis quand on parle de médicalisation, ça veut dire rendre médical, là. La plus simple définition, c'est rendre médical. Donc, la médicalisation, c'est rendu que ça imprègne, je dirais, toutes les sphères de notre vie. Je donne souvent l'exemple de la grossesse et de l'accouchement. Tu sais, c'est un acte très naturel. Les femmes sont designées, si tu veux, pour avoir des enfants, pour accoucher.
Puis avec toutes les avancées technologiques, on en est venu, en fait, à accoucher à l'hôpital. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les femmes accouchent à l'hôpital. Puis c'est rendu maintenant qu'on oublie que le médical est rendu à ce point intégré dans nos vies que, tu sais, les femmes, elles remettent même pas en question le fait d'accoucher à l'hôpital. Puis loin de moi de démoniser ça, mais ce que je veux dire, c'est que les sages-femmes sont de plus en plus présentes au Québec. Elles offrent une alternative quand même à la médicalisation, donc avec un accouchement plus naturel. Aussi, ça peut être à la maison, en maison de naissance. Bref, un accouchement hors hôpital. Puis, je trouve que la réaction, c'est souvent de dire « Ah, un accouchement hors hôpital, mon Dieu, ça doit être dangereux, je le ferai pas et tout. » Donc, je trouve que c'est un bon exemple pour dire que le médical est vraiment rendu dans toutes les sphères de nos vies. Moi, j'étudie plus la médicalisation de l'enfance, mais la médicalisation, elle touche aussi la mort. Tu sais, la mort, elle est rendue très médicalisée. Puis il y a plein de livres, tu sais, qui sont sortis. Il y a même des gens qui parlent de la médicalisation de la vie, médicalisation de la société. Donc, c'est vraiment là partout aussi parce que la médecine a vraiment évolué grandement au cours du 20e siècle. Puis, ils ont vraiment pris une place aussi de spécialistes, d'experts, de solutions aussi, dans un sens, avec tout ce qui est la pharmacothérapie, puis les médicaments, là. Oui, absolument. Puis, mettons que, peut-être pour rendre ça plus clair, si on veut vraiment dissocier médicalisation et... mon Dieu, je vais me tromper en le disant. Médicalisation et... Médical, oui, je pense. Ben oui, ouais, c'est une bonne question. J'avais peut-être pas été claire, mais en fait, c'est que la médicalisation, si on prend quelque chose qui est normal, mettons, dans notre vie, comme nos émotions normales, nos comportements normaux, puis on les rend médicales. Tu sais, je donne l'exemple, moi, j'étudie principalement les comportements d'hyperactivité puis d'inattention chez les enfants. Ces comportements-là sont normaux chez les enfants. Tous les enfants montrent des comportements d'hyperactivité et d'inattention à des degrés divers, à une fréquence aussi variée. Puis, dans notre société, on a fait le choix qu'à un certain niveau de fréquence et d'intensité, bien, en fait, ces comportements-là sont vus comme indicateurs d'une pathologie qui est le diagnostic de trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on parle de médicalisation parce que c'est quelque chose qui est comme normal, commun. Puis finalement, on porte un regard avec une lunette médicale qui nous amène à utiliser des mots médicaux pour en parler, à le définir de manière médicale, à utiliser des traitements médicaux aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment notre lunette là, qui fait en sorte qu'on vient médicaliser ces comportements-là. Ouais, puis c'est pour ça que plusieurs sociologues aussi parlent de l'ère de la psychologisation, tu sais, parce qu'on tourne vers l'individu, c'est ça que Renaud Goyer avait utilisé comme terme dans le dernier podcast, pour ceux que ça intéresse. Pour définir un peu ça, c'est qu'on tourne un problème vers l'enfant ou vers l'individu, ouais. Point. Puis on le médicalise. Puis ça rentre aussi avec tout... si on fait même un pont avec le secteur économique, tout ce qui est standardisation, tu sais, je trouve que... Puis ça, je me souviens plus qui avait parlé de ça, mais c'était un Américain qui est assez connu justement pour cette vidéo-là, là, qui avait fait justement ce pont-là. J'avais vu ça comme au cégep, là, puis ça... Faut vraiment que j'apprenne à retenir les noms, là, parce que... Bref, je les oublie tout le temps, mais... Il avait fait ce pont-là avec comment que le secteur économique avait comme imprégné un peu nos vies au complet. Puis ça, je trouve que ça en est un exemple, l'école, puis le classement, les catégories et tout. Puis pour revenir à ce que vous disiez, qu'est-ce que le DSM-5 dit à propos de l'hyperactivité, le TDAH avec ou sans hyperactivité? Oui, bien, le TDAH est bien sûr dans le DSM-5 qui est sorti en 2013, puis il y a eu une révision récente là, cette année. En fait, le DSM liste plusieurs... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le TDAH et le TDA. Les gens font souvent la distinction entre les deux, puis
on peut la faire dans le sens que le TDA, c'est avec de l'inattention principalement ou uniquement. Il n'y a pas d'hyperactivité d'impliquer. TDAH, c'est inattention avec hyperactivité. Mais le trouble est le même dans le DSM. C'est juste différents sous-types. Puis, ils listent des critères. Ils disent que c'est ça, c'est un trouble. Puis, moi, ce que je trouve intéressant comme sociologue, là, quand je parle du DSM et du TDAH, c'est de voir toute l'évolution du diagnostic au fil des années. Parce que, en fait, on pense souvent que c'est nouveau, le TDAH. Tu sais, les gens, ils vont dire, moi, ça n'existait pas dans mon temps, ou avant les années 2000, il n'y en avait pas. Mais c'est pas vrai parce qu'il est dans le DSM depuis le DSM-2, le TDAH. Ça s'appelait pas nécessairement comme ça s'appelait réaction hyperkinétique de l'enfance dans le DSM-2. Mais DSM-2, DSM-3, DSM-3 révisé, DSM-4, etc., jusqu'à maintenant, il y a eu plusieurs manières différentes de conceptualiser le trouble. Des fois, c'était les comportements d'inattention qui étaient mis de l'avant. D'autres fois, c'était l'hyperactivité uniquement. Donc, ça a vraiment varié. Puis c'est ça d'un point de vue sociologique, en fait. Tu sais, quand on parle du TDAH, on parle aussi du rapport à la norme. Parce qu'il n'y a pas de prise de sang. Tu sais, il n'y a pas de test clair, hors de tout doute, qui nous dit si une personne a ou non ce trouble-là. Puis là, je ne dis pas que ça n'existe pas, là. Je fais juste dire que c'est très compliqué d'arriver à poser un vrai diagnostic de TDAH. Puis, parce que ça fait référence aux normes, parce que ça fait référence... Tu sais, il y a un flou, là. Parce que qu'est-ce que c'est des comportements normaux d'hyperactivité, puis qu'est-ce que c'est des comportements, disons, trop fréquents ou vraiment pathologiques d'hyperactivité? Ça reste dans l'œil de ceux qui observent, tu sais. Puis oui, c'est ça. Donc, tu sais, oui, il y a des tests qu'on peut faire, mais ça reste quand même que, tu sais, il y a vraiment une subjectivité là, dans le diagnostic, puis ça implique les normes. Puis, tu sais, si je reviens à ce que tu disais tantôt avec l'économie, ou en tout cas le secteur économique et tout, tu sais, bien, c'est sûr que l'école s'attend à certains comportements des enfants. On veut aussi privilégier la réussite. Tu sais, donc, on veut que les enfants aient des comportements liés à la réussite. On veut qu'ils réussissent. Donc, tu sais, le TDAH est lié aussi à tout ça, là. Dans le fond, on pourrait comme juste en parler. C'est pas nécessairement un comportement qui est anormal. Parce que si on regarde, mettons, les chiffres de gens qui... Bien, le pourcentage de gens qui s'auto-rapportent TDA, TDAH... on est proche du 30%, donc à 29%, si je me rappelle bien. Si on compte ceux qui s'auto-rapportent, mais qui n'ont pas de diagnostic officiel. Fait que là, on vient à dire presque une personne sur 3. Fait que, tu sais, en soi, c'est pas nécessairement un comportement anormal, mais en tout cas, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais c'est pas nécessairement un comportement nécessairement anormal, mais qui est pas désirable, en fait, pour le contexte scolaire, puis pour... justement, peut-être favoriser la réussite, ça va être plus difficile à cause de ce genre de comportement-là. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Puis aussi, je trouve un aspect intéressant que vous aviez mentionné dans votre conférence, c'est, tu sais, on parlait de subjectivité, puis si on regarde les critères dans le DSM-5, c'est souvent inattentif, souvent... Tu sais, il y a une utilisation, en fait, il y a une rhétorique qui est elle-même subjective parce que c'est pas... Il n'y a pas d'échelle de 1 fois par jour, 3 fois par jour, dans tel contexte ou dans tel environnement, dans telle matière, ou, tu sais, des fois, ça peut même être ça, là. Fait que je trouvais ça intéressant de ce côté-là aussi. Puis qu'est-ce que la sociologie en soi, plus précisément, dit à propos de ça? Parce que comme vous l'avez mentionné, clairement, c'est pas que ça existe pas. C'est juste que c'est peut-être... On parle peut-être d'une surdiagnosticalisation. Bref, vous comprenez. Surdiagnostic. Oui, surdiagnostic, plus que juste dire que ça n'existe pas puis qu'on psychologise tous les comportements. Fait que qu'est-ce que la sociologie dit à propos de ça? Bien, la sociologie, elle étudie le TDAH depuis le milieu des années 70.
Quand même, là, c'est surprenant dans un sens. Mais il y a un chercheur, Peter Conrad, qui en fait, qui a travaillé énormément sur la médicalisation. Lui, c'est une des sommités, je dirais, mondiales là, de la médicalisation en sociologie. Puis, lui, il a fait sa thèse de doctorat sur le TDAH, tu sais. Donc, la sociologie apporte un regard, d'abord sur la frontière entre le normal et le pathologique. Tu sais, la sociologie va vraiment se questionner, mais qu'est-ce qui fait là qu'au Québec, on détermine que ces comportements-là entrent dans le pathologique puis qu'ils doivent être désignés sous un trouble? Tu comprends? Donc, la sociologie, on va vraiment aller comprendre les normes, comprendre les croyances des gens qui posent le diagnostic ou qui suspectent. Tu comprends? Parce que les enseignants suspectent beaucoup quand même, mais ils ne posent pas le diagnostic. Donc, on va vraiment aller se questionner, tu sais, sur le rapport entre le normal puis le pathologique. La sociologie va aussi regarder toute l'évolution du concept, comme j'ai dit tout à l'heure, tu sais, d'aller voir comment est-ce que ça a évolué la catégorie TDAH au fil des années, donc une genre d'analyse socio-historique, disons, du diagnostic. On peut aussi aller voir tout ce qui est rapport de force aussi, puis comme le lobby pharmaceutique. Tu sais, les sociologues étudient quand même la question du lobby pharmaceutique. Puis justement, dans les travaux en sociologie qui ont porté sur le TDAH, il y a des gens qui ont mis en lumière que le médicament, le Ritalin, a été comme identifié avant que le diagnostic apparaisse. Vous voyez, donc, le Ritalin, je pense que c'était 1952. Il a été administré, disons, avant, c'était vraiment pour traiter la narcolepsie. Là, donc, les gens qui s'endorment un peu n'importe où, on leur donnait du Ritalin. Donc, la molécule existait. Puis là, on a essayé ça auprès des jeunes garçons délinquants dans une genre de maison de jeunes, là, un genre, en tout cas, d'orphelinat ou en tout cas, maison pour jeunes délinquants, genre. Puis, on leur a administré cette molécule-là. Puis, finalement, on s'est rendu compte que ça les calmait. Donc là, tu sais, il y a tout comme un petit travail quand même de lobby, je pense, qui a été fait. Puis, bon, on en est venu à désigner un trouble aussi, là, mais on dit quand même que le TDAH a été nommé, tu sais, depuis le début du siècle, là, avec plusieurs pathologies comme liées à des troubles cérébraux. Mais, tu sais, c'est très intéressant d'étudier, c'est ça, l'histoire de ce diagnostic-là. Puis, tu sais, la sociologie va aussi, c'est ça, regarder l'expansion du trouble, parce que ce qui est intéressant quand on regarde la conceptualisation du TDAH aussi, c'est de voir que la catégorie, là, apprend de l'expansion à chaque révision du DSM. Elle inclut de plus en plus. Oui, c'est ça. Tu sais, tantôt, tu me demandais DSM-5, qu'est-ce qu'on dit du TDAH? Puis, tu as raison de revenir parce que la manière dont les items sont définis dans le DSM, c'est vraiment souvent ne respecte pas son tour ou, tu sais, souvent coupe la parole ou, tu sais... Il y a des comportements assez normaux. Quand même, on se retrouve toutes. Je dirais qu'on se retrouve toutes dans une certaine mesure, tu sais. Puis, dans le DSM-5, maintenant, il faut avoir manifesté ces comportements-là avant l'âge de 12 ans, alors que dans le DSM-4 et toutes les éditions précédentes, c'était avant l'âge de 7 ans. Donc, on s'entend qu'on a comme ouvert la porte à des gens qui avaient ces manifestations-là pendant le primaire. Tu sais, avant 7 ans, c'est, disons, petite enfance, début là, de l'enfance. Oui. Là, en fait, presque début de la scolarisation. Début de la scolarisation, alors que là, avec le DSM-5, on a vraiment comme ouvert la porte. Fait quelqu'un qui dit « Ah, ben moi, en 6e année, j'avais ces comportements-là », tu sais, il va comme maintenant se qualifier, disons, il va respecter du moins le critère d'âge pour rentrer dans la catégorie TDAH, alors que si on était resté avec le DSM-4, il ne serait pas rentré. Fait que, tu sais, c'est tous ces jeux-là aussi qui sont très, très intéressants. Puis ça s'applique pour le TDAH, là, puis je dis ça parce que je l'ai étudié beaucoup, ce trouble-là, mais tu sais, ça s'applique pour la dépression, ça s'applique pour l'anxiété aussi. Tu sais, c'est très intéressant, là. Absolument. Puis moi, ça me fait penser, moi, personnellement, genre, à 3 ans, j'ai été diagnostiquée hyperactive. Puis, clairement, oui, je déplaçais de l'air. Puis, moi, j'ai comme été relativement chanceuse parce que j'avais beaucoup de facilité à l'école.
Oui, je déplaçais de l'air, j'étais loud, je parlais beaucoup. Mais moi, j'ai pas été médicalisée parce que mon père voulait pas. Lui, il s'est dit, gars, ça a des troubles à l'école, on verra. Mais comme... Puis il m'en a pas parlé jusqu'à la fin de mon secondaire. Fait que j'ai jamais touché à de la médicalisation. Mais effectivement, bon, les profs, c'était tout le temps ça. Tu sais, des rencontres de parents, c'était tout le temps... elle parle beaucoup, tu sais, puis elle écoute pas tout le temps, mais comme elle réussit bien. Moi, mon père, il était comme, bon, ça réussit bien. Mais je peux te poser la question, comment est-ce que tu en es venu à avoir un diagnostic à 3 ans si ton père, ça dans le sens que ça avait pas l'air de lui déranger puis ça avait pas l'air d'être important pour lui? C'est ça, je pense que c'était juste un examen de routine là, de médecin, ouais. Puis qui avait dit, justement, là, moi je faisais de l'asthme aussi, fait qu'il avait dit ça en même temps de l'hyperactivité. Puis tu sais, effectivement, là, pour vrai, là, quand j'étais jeune, c'était assez terrible, mais justement, il m'en a juste parlé à la fin de mon secondaire. Puis je trouve que c'était le parfait moment parce que j'étais comme rendue à un moment de ma vie où j'ai compris un peu comment mon cerveau fonctionnait. Puis, tu sais, je me doutais pas du tout là, de ça, tu sais, avant qu'il m'en parle. Puis moi, j'ai juste compris que j'avais besoin d'être stimulée intellectuellement, tu sais. Puis quand j'ai compris ça, tu sais, j'ai commencé à plus lire, plus écouter des podcasts, plus, tu sais, j'ai vraiment comme compris qu'est-ce que moi, fallait que je me donne un peu comme dose dans la vie, comme quotidienne presque, pour être capable d'avoir plus de concentration, à une certaine tâche, par exemple, au travail ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, moi, ça a fonctionné pour moi. Puis là, tu sais, encore là, j'en côtoyais, là, des enfants qui étaient sur le Ritalin puis tout, puis, tu sais, probablement qu'ils en avaient besoin, puis que, justement, j'ai été chanceuse d'avoir une facilité d'apprentissage, tu sais, mais on dirait que ça m'a vraiment remis en question. Moi, c'est vraiment là que j'ai comme... Mais oui. J'ai comme... Que cette réflexion-là est venue à moi, puis j'ai fait crime. Ça aurait changé beaucoup de choses, je pense. Parce que il y a aussi, dans tout le phénomène de psychologisation, il y a aussi que c'est que tu t'identifies comme. Ben oui. Puis ça devient une raison de... Tu sais, ta réflexion, elle s'arrête là, tu sais. J'aurais probablement pas eu la réflexion, si j'avais été sur le Ritalin, de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour comme améliorer comme ce côté-là, puis me calmer, puis... Tu sais, l'âge a aidé aussi, là, mais comme... Puis je suis vraiment plus sereine, là, mentalement, depuis que j'ai appris à me connaître dans ce sens-là, puis j'ai appris aussi à comprendre, même dans mes études... Tu sais, juste... tu sais, il y a des gens, mettons, qui peuvent faire leur horaire très strict, très fixe. Moi, j'ai appris que je peux pas faire que de l'étude, même si c'est ça que je voudrais, tu sais. Même si c'est ça que je voulais, pardon. Faut que je me trouve des trous. Faut que je sois flexible dans mon horaire parce que sinon, même si je me mets à la tâche, je veux étudier, mon cerveau, ça marchera pas. Faut que j'aille du temps libre, faut que j'aille du temps pour avoir du fun, pour voir mes amis, pour que je puisse vraiment me concentrer quand c'est le temps de me concentrer. Puis tu sais, ça, je parle vraiment pour moi. Mais c'est ça, c'est pour ça que je trouve important. Tu sais, j'ai trouvé ces trucs-là parce que je me suis jamais identifiée comme ça, puis je m'en doutais pas avant que je les trouve, tu sais. Puis ça a juste été un bon timing, puis je remercie la vie. Puis à quelque part, mon père aussi, parce qu'aujourd'hui, j'étais à l'université, puis j'étais encore très bonne. Mais bon, l'université, ça je vais vouloir y revenir plus tard. Je peux-tu réagir? Parce qu'il y a tellement d'affaires là que j'ai goût de réagir par rapport à ton histoire, parce que tu viens, puis à ce que tu viens de dire. Écoute, je ne sais pas trop par où commencer. D'abord, je vais te dire, moi, je suis en train de faire un projet de recherche en ce moment qui porte sur la résistance des parents face à la médicalisation qui touche leur enfant. OK? Alors, j'ai plein d'histoires de parents. Ça, c'est venu parce qu'il y a plein de parents qui me racontaient, tu sais, leur vie, qui m'envoyaient des courriels, qui me disaient des trucs. Puis je me suis dit, il faut que j'aille investiguer ça. Absolument. Puis c'est des parents, tu sais, dont l'école met beaucoup de pression pour que leur enfant aille consulter un médecin pour avoir un diagnostic de TDAH ou directement pour prendre des médicaments, tu sais, pour le TDAH. Puis les parents sont comme, ben non, c'est trop vite, ou moi, je suis pas rendue là, c'est un enfant, etc. Donc, ils ont plein de raisons. Puis mon but, c'est vraiment de documenter ça. Mais tu sais, je trouve ça
fascinant, en fait, de savoir que tu as eu un diagnostic, puis que ton père, il a comme fait « Ah bon », puis il a continué. Donc, tu sais, c'est un peu un de mes parents résistants, je te dirais. Là, je vois ça un peu comme ça. Puis, tu sais, quand tu amènes toute la question de « Ben moi, je l'ai su à la fin de l'adolescence, puis là, j'ai appris à me connaître. Puis moi, tu sais, les parents... Puis je trouve ça fascinant, tu sais, parce que les parents là, que j'ai interviewés, puis là, je suis dans mes entrevues, fait que j'ai pas c'est pas exotique, tu comprends? C'est mon analyse préliminaire, mais les parents, ils sont souvent contents même d'aller chercher des diagnostics parce que ça permet de comprendre leur enfant. Tu sais, ils disent « Ah, on peut enfin comprendre, c'est son profil. » Ça explique beaucoup de choses, son diagnostic. Tu comprends? Un peu comme toi. Puis ça permet justement d'aller chercher des solutions, d'être... Toi, je trouve que tu as été créative. Ça t'a vraiment permis de dire « Bon, comment je peux faire pour bien vivre ma vie? » Puis m'accepter aussi. Puis juste être moi, finalement, puis être bien comme ça. Puis tu sais, ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai qu'un diagnostic, ça peut donner des clés. Mais en même temps, moi, quand je parle de la médicalisation, je ramène, puis ça, je voulais y revenir parce que tu l'as soulevé tantôt. Tu sais, il y a quand même plusieurs conséquences négatives. Il peut y avoir des conséquences positives, tu sais, parce que justement, on peut apprendre à se connaître, ça permet, tu sais, d'expliquer certaines choses, d'enlever même une culpabilité. Absolument, pour les parents, les profs. Pour les parents, les profs, tu sais. Mais en même temps, il y a des risques au niveau individuel qu'on essentialise la personne à son trouble. Tu comprends? Absolument. Parce qu'à partir du moment où un enfant a, par exemple, une étiquette de TDAH, bien, il y a peut-être une journée qui est vraiment de mauvaise humeur, qui est vraiment en colère, qui est pas bien. Alors, il va comme avoir des comportements de colère il va peut-être être agité, peut-être qu'il se passe quelque chose dans sa vie, il est anxieux, tu comprends? Il va avoir des comportements qui ressemblent à ceux d'hyperactivité, mais là, c'est des comportements qui ne s'expliquent pas par son hyperactivité, mais qui s'expliquent parce qu'on a tous des émotions, puis on vit tous des choses dans notre vie quotidienne, tu sais. Mais là, on va dire, bon, mais c'est encore ton TDAH, tu comprends? Un peu comme les femmes quand ça s'en va dans sa semaine, là. Oui, mais c'est ça, mais tu sais, donc, il faut pas... Mais je trouve que c'est un des dangers, tu sais, de l'étiquette, vraiment. Il y a aussi le danger qu'on puisse donner des médicaments quand c'est pas nécessaire. Tu vois, toi, si tu as eu l'étiquette, non, mais il n'y avait pas de médication, puis c'était pas nécessaire. Je veux dire, tu as très bien réussi. Puis... Ouais, peut-être que je dérangeais peut-être un peu la classe, là, mais comme... C'est ça. Moi, c'était dès que j'avais compris. Moi, dans ma tête, tout le monde avait compris. Fait comme on peut chiller. Tu sais, fait que là, je me mettais à niaiser puis à parler parce que j'avais compris. Puis dans ma tête, tout le monde avait compris à ce stade-là. Puis, mais comme, bref, je voulais pas t'interrompre. Mais, non, mais c'est ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres conséquences peut-être au niveau développemental du cerveau aussi? Bien, c'est sûr que la consommation de médicaments n'est pas sans effet secondaire. Jamais, ben là, ça va dépendre des personnes. C'est long aussi. Il faut trouver la bonne dose, la bonne molécule, parce qu'il y en a plusieurs des molécules. Il y a des molécules court terme, long terme, mais ils ont des impacts quand même sur les enfants. Puis parmi les effets secondaires, disons, des psychostimulants là, qui sont répertoriés, il y a des troubles du sommeil, diminution de l'appétit, retard de croissance. Quand même, là, pour des enfants en développement, moi, je pense que c'est pas anodin comme effet secondaire. Puis il faut vraiment s'assurer que quand on donne le médicament, que ça soit vraiment nécessaire, tu sais. Puis, donc ça, c'est parmi les conséquences. Puis, tu sais, une autre conséquence que je voulais dire, là, c'est plus au niveau de la société. Puis ça revient au début, quand tu disais, tu sais, la psycho puis la socio, c'est complémentaire, très mais imbriqué. Il faut, selon moi, on peut pas sortir l'individu de son contexte, tu sais, parce que l'individu, il est aussi... je veux dire, il vit dans une société, il y a des politiques sociales, publiques, tu sais, qui sont mis en place, fait que ça a des impacts sur nos vies individuelles. Bref, tout ça pour dire que là, je me suis comme perdue, mais je voulais dire en fait que c'est ça. Quand on parle de médicalisation, une des conséquences, c'est aussi d'individualiser les problèmes sociaux. Tu comprends? Moi, ce qui est la psychologisation. C'est ça. Aussi, là, c'est ça. C'est tout à fait, là. Donc, tu sais, c'est dire, l'école actuellement, là, il y a beaucoup de mouvements qui remettent en question, tu sais, peut-être ses fondements ou sa structure, son organisation. Tu sais, l'école n'a pas beaucoup changé quand même, là, depuis les années 60. Donc, puis même depuis avant, là, tu sais, si on regarde comment est-ce que c'est structuré et tout. Donc,
tu sais, les enfants là, qui s'adaptent pas à l'école, ben souvent, ils rentrent dans un processus de médicalisation parce que tu l'as dit, toi, tu as eu la chance d'avoir des bonnes notes. Ouais, absolument. Mais quand les comportements se mêlent à des notes moins bonnes ou plus faibles que ce à quoi on s'attendrait, souvent, ça déclenche le processus de médicalisation, tu sais. Donc, tu sais, est-ce qu'on est en train de médicaliser les enfants pour un problème, disons, de société, tu sais, qui serait lié au système scolaire ou qui serait lié même à la conciliation travail-famille, qui est super rochante pour les parents en ce moment. Tu sais, les enfants sont pris là-dedans, là. Donc, effectivement, peut-être qu'ils vivent des contre-coups aussi, là. Donc, de la société, puis comment qu'on est en ce moment, parce que là, j'ai le goût de parler tout de suite de Nicole Aubert. Là. C'est une auteure, une sociologue française que je vous ai un peu mentionnée hors ronde. Puis je la trouve super intéressante parce que justement, elle parle de l'hyperperformance, puis de l'hyperperformance qu'elle situe précisément vraiment à partir du 20e siècle avec le développement justement des techniques d'organisation au travail, style le 4-10, puis ces choses-là. La nouvelle vraiment. gestion publique, est-ce qu'elle en parle aussi? Non, pas gestion publique, par contre. Mais ouais, elle parle plus du secteur économique. Puis elle fait aussi... Elle trace aussi un peu l'histoire du terme performance. C'est performance, au début, c'était utilisé pour parler des courses de chevaux. Après ça a été utilisé pour parler d'une performance de sport. Puis ça, de fil en aiguille, en anglais, ça a commencé à... puis j'ai pas les termes précis qu'elle utilise, mais ça a commencé à vouloir dire... vouloir être utilisé comme un test qui vise à classer les individus. OK. Fait qu'il y a comme un... C'est ça, il y a comme un aspect de classement par rapport à autrui. Puis dans la langue française, c'était un peu plus au niveau de la possibilité maximale, optimale. C'est comme le plein potentiel. Parce qu'on parle de plein potentiel là, chez les enfants. Okay. Puis là, après ça, elle fait comme justement de comment qu'on s'est développé là, globalement, encore une fois, là, parce que sinon ça serait trop long, mettons. Mais elle parle vraiment de comment, mettons, en Antiquité, comment on était aussi en lien avec les géocentristes, donc on pensait qu'on était au centre de l'univers. Donc, la nature était la loi finie. C'était les lois de la nature, c'était fini. Il n'y avait pas de dépassement possible. C'était très fini. C'était un dépassement fini. Après ça, il y a eu le modernisme, en tout cas, je ne sais pas si elle le nomme comme ça, avant le 20e siècle, que là, on a commencé justement à découvrir que il y avait des dépassements, des limites possibles, puis qu'on commençait à justement voir que l'univers est infini. Puis là, il y a comme cette possibilité-là qui s'ouvre à nous, mais qui était pas encore individualisée, intériorisée, en fait. Fait qu'on cherchait pas encore à avoir un dépassement de soi. Puis là, après ça, là, on parle vraiment du 20e siècle, puis qu'elle parle aussi de la perte de transcendance aussi, au niveau de la religion qui prenait de moins en moins de place. Puis l'espèce de quête de sens qui est venue avec ça, le secteur économique aussi qui s'est imprégné un peu partout. Puis, de fil en aiguille, elle explique de comment qu'aujourd'hui, justement, avec l'esprit managérial un peu qui s'est comme imprégné, même dans le secteur scolaire, comment qu'on cherche tout le temps à... Même avec, puis là, j'en ai parlé avec André Mondou, tu sais, l'espèce de le quantify self, tu sais, de tout le temps calculer pour se dépasser, puis c'est la quête infinie du dépassement illimité, là, tu sais, c'est ça partout, tout le temps, puis c'est tout le temps, si t'as pas 100%, tu sais, de chercher à avoir 100%, puis le point boni, avoir 102, tu sais, puis d'avoir la meilleure code Z, puis d'avoir le... Tu sais, tout ça aussi porte à me questionner sur est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui dans un monde dans lequel on vit de pas chercher constamment à ce que tous les individus dans toutes les sphères de leur vie se dépassent constamment, tu sais. Puis je suis pas sûre que ça soit aussi sain que ça. Puis je me demande justement est où la limite. Puis je me demande s'il en faudrait pas une. Puis c'est comme une réflexion comme en cours là, que j'ai. Mais je trouve que aussi un aspect intéressant de notre discussion, c'est que
quand, tu sais, on parlait du DSM puis de comment que c'était formulé, c'est qu'on on se penche aussi sur les faiblesses de ces individus-là, alors que, tu sais, l'hyperactivité, c'est de déplacer de l'air, mais peut-être parler plus vite ou de quoi que ce soit, ou, tu sais, d'être peut-être moins attentif, mais ça a de l'énergie en tabarouette, là, un enfant qui est hyperactif, là, puis peut-être justement de mettre ça ailleurs, dans le sport. Moi, ça a été une grosse partie aussi qui m'a aidée, ça a été le sport. Je l'ai pas mentionné, mais mon père m'a chippé, puis ça aussi, ça m'a calmé, tu sais. Il y a comme plein de... Puis aujourd'hui aussi, tu sais, là, je parle vraiment personnellement, mais comme moi, je vois que j'ai certaines forces aussi par rapport à ça, que je voyais pas le lien, puis je le vois, tu sais, j'apprends beaucoup, j'apprends vite, j'ai une bonne mémoire, tu sais, mon cerveau fonctionne vite aussi, là, tu sais, c'est pas juste moi qui étais hyperactive, je suis comme ça, fait que je sais pas s'il y aurait justement des pistes de réflexion de votre côté par rapport à justement quel genre de force ces individus-là aussi pourraient avoir pour comme justement sortir de ce discours-là de pathologie, puis de faiblesse, puis de normes, puis... Fait que j'aimerais ça vous entendre là-dessus. C'est vraiment important parce que c'est vrai qu'actuellement, la manière dont on regarde les enfants, les individus, on pense à leur déficit en premier. Tu sais, il manque telle affaire, il manque de concentration, mais il y a beaucoup de monde qui remettent en question juste le fait du déficit de l'attention. Parce que c'est peut-être pas un déficit, ils en ont une attention, c'est juste qu'elle est différente, disons, de celle qui est attendue ou de la moyenne. Donc, il y a beaucoup, ben là, je pense qu'il y a un mouvement aussi qui dit, attention, là, regardons les forces, puis mettons l'accent sur les forces, là. On sait qu'il y a eu des livres même, il me semble, sur le TDAH, en disant que c'était une force, justement, qu'il y avait beaucoup de créatifs, d'artistes, tu sais, qui s'en allaient vers, en fait, qui avaient eu un diagnostic de TDAH. Donc, mais je pense qu'il faut se rappeler qu'à la base aussi, on est tous différents. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est ça aussi, on a tendance actuellement, je pense depuis toujours, là, à se mettre dans des boîtes, à se mettre dans des cases parce que ça permet de comprendre, ça permet des fois d'offrir des services. Tu sais, il y a quand même des avantages là, à la classification. Mais là, c'est un processus universel et naturel. Ben oui, c'est ça. Puis on a beaucoup d'informations à traiter, tu sais, fait que je pense que c'est naturel pour notre cerveau aussi de faire ces catégorisations-là. Mais en même temps, j'ai l'impression que les boîtes deviennent de plus en plus petites. Tu comprends qu'il faut avoir de plus en plus d'étiquettes pour nous définir. Il faut aussi... c'est ça. Donc, on a de plus en plus d'étiquettes. Il faut que ça soit de plus en plus précis. Puis, tu sais, je me dis, est-ce que c'est tout le temps nécessaire? Parce qu'on pourrait juste te prendre comme tu es. Tu comprends? Valoriser tes forces. Parce que de toute façon, on n'est pas non plus dans l'hyper-performance à tous les jours. Je veux dire, il y a des jours où on va pas bien. Il y a des jours où ça nous tente pas. Tu sais, tu comprends? Donc, toujours chercher à se dépasser. En même temps, ça peut être le fun de se dépasser, là, mais tu sais, est-ce qu'on est toujours obligé de rentrer là-dedans? Je pense que c'est pas pour rien aussi qu'on observe autant une prévalence aussi forte de l'anxiété, une prévalence aussi forte de la dépression aussi, puis des autres troubles mentaux. Tu sais, il y a des injonctions très, très fortes là, qui sont mises sur les épaules des individus. Je pense on a comme des blocs là, vraiment lourds. On nous demande toujours d'être, tu sais, juste avec justement le développement des technologies, puis ça, Nicole Aubert aussi en parle, on nous demande de plus en plus l'immédiat, de la réaction tout de suite, puis on est de moins en moins dans la réflexion, puis c'est un peu pour ça que j'aime ça les podcasts, parce qu'on est comme dans une réflexion en cours, là, tu sais, puis on se donne pas nécessairement comment dirais-je, on dit pas qu'on a la vérité, là, mais tu sais, on dit juste que ça vaut la peine peut-être d'avoir une réflexion, puis là on parle, tu sais, on est les deux assez fans de sociologie, mais même, vous avez écrit un texte sur beaucoup de spécialistes, là, des pédiatres, entre autres, qui ont écrit des lettres ouvertes, qui ont, en disant comme, peut-être que là, on est allé trop loin, puis vous avez écrit un texte, justement, qui est allé voir c'est quoi ces démarches-là, puis c'est quoi l'ambivalence au niveau des médecins. Ça, j'aimerais ça qu'on le mentionne, parce qu'on n'en parle pas, mais le contexte du système de santé impacte aussi le diagnostic. Fait que j'aimerais ça qu'on le mentionne un peu. Oui, tout à fait, parce que, en fait, c'est moi, dans ma vision du problème du surdiagnostic de TDAH,
l'école joue un rôle, les parents jouent un rôle, mais le système de santé aussi joue un rôle. Tu sais, moi, je vois ça comme 3 grandes sphères qui interagissent. Donc, il n'y en a pas juste une qui est en cause, là. C'est un problème social, tu sais. Puis, effectivement, dans le cadre de mon projet, j'ai été interviewée des professionnels de la santé. Donc, il y avait des psychologues, puis il y avait des médecins. Puis, je leur ai demandé de me parler du diagnostic de TDAH, comment ils voyaient ça et tout. Puis, il y a des informations vraiment intéressantes qui sont ressorties, tu sais, comme quoi ils ont vraiment une ambivalence par rapport au diagnostic, mais par rapport aussi à la prescription de médicaments chez les enfants. Puis on s'entend que la prescription, c'est les médecins, là, c'est pas les psychologues, mais les psychologues ont quand même aussi une opinion là-dessus parce qu'ils peuvent recommander ou pas à leurs patients d'aller chercher une prescription. Puis les médecins, tu sais, moi, j'ai ressorti comme 3 espèces de figures de cas qui peuvent coexister chez les médecins, tu sais. Donc, il y a des médecins qui disent, oui, là, quand je regarde, mettons, cet enfant-là ou quand je fais l'évaluation clinique et tout, je me dis, oui, ça, c'est un cas pour lequel la médication serait appropriée. Donc, dans ce cas-là, il y a comme une adéquation, tu sais, entre leur évaluation clinique puis la prescription qu'ils font. Fait que ça, c'est bien correct. Après ça, il y a comme 2 autres figures de cas qui, là, sont un petit peu plus surprenantes, je te dirais. Il y a une mesure où le médecin, disons, constate qu'il n'a pas besoin de médication, mais qu'il va en donner quand même. Puis il va en donner quand même pour plusieurs raisons. Parce que il se sent impuissant devant le cas. Il trouve que c'est la seule chose qu'il peut faire. Il peut aussi subir beaucoup de pression parce que les médecins, je pense qu'ils subissent quand même de la pression du système scolaire, des parents qui sont dans leur bureau et tout. Donc ça, c'est un cas, tu sais, où on se dit, bon, ben on pourrait essayer de travailler là. Si on veut diminuer la surmédication, tu sais, il faudrait peut-être appuyer les médecins là-dedans dans la diminution, tu sais, de la prescription. Puis il y a une autre figure de cas. Elle était comme un peu plus différente, là, mais c'était de dire... encore une fois, en fait, j'en ai oublié une, la figure de cas, c'est celle où ils font l'évaluation, ils constatent qu'il n'y a pas besoin de médication et ils n'en donnent pas. Donc, ça aussi, il y a une adéquation qui est là. Mais il y a une autre figure de cas où là, c'est de dire, le professionnel de la santé voudrait en donner, trouverait que ça pourrait être une bonne idée de donner la médication, mais il n'en donne pas parce qu'il sait que si on donne la médication, tous les efforts qui sont faits, disons, autour de l'enfant vont arrêter. Comme si le médicament était une pilule magique. Exact. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Là. C'était vraiment... il y a vraiment une ambivalence. T'sais. Donc, des fois, ils trouvent que c'est une bonne solution. Des fois, ils trouvent que c'est pas une bonne solution. Puis en même temps, des fois, ils en prescrivent malgré le fait qu'ils voudraient pas en prescrire. Puis d'autres fois, en tout cas, ils en prescrivent pas quand ils voudraient quand même. Donc, c'est quand même complexe. Dans mon article, il est peut-être plus... super clair. Puis là, j'oublie le premier terme de l'article, mais je me souviens que c'est Advil ou dopage. Oui, c'est ça, en fait, c'était des médecins. C'était Advil scolaire, dopage ou... Je suis contente que je peux tout seul à jamais me rappeler des titres. Non, puis c'est moi-même qui l'ai écrit en plus, l'article, mais là... Mais super intéressant. Parce que je l'ai fait, c'est ça, là, il est sorti en 2020, donc là, ça fait quand même un petit peu, mais il est super intéressant. Moi, j'allais... Puis tu sais, vous citez même là, des médecins là, pour montrer cette ambivalence-là. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Si même, tu sais, on valorise autant les spécialistes de la santé, il faudrait peut-être valoriser ce qu'ils en pensent aussi, là, tu sais. Fait que je trouve ça assez intéressant. Juste revenir là-dessus, c'est parce que je trouvais ça intéressant aussi parce que c'est les médecins au départ qui ont levé le drapeau rouge en disant « Attendez, qu'est-ce qui se passe au Québec? Il y a tellement d'enfants qui prennent des médicaments, ça n'a pas de bon sens. C'est des médicaments, des psychostimulants. » Puis on fait de la pression auprès du gouvernement, puis ça a amené une commission parlementaire qui a eu lieu en 2019, où il y a eu plusieurs experts invités là, pour aller parler justement de la consommation de psychostimulants par les jeunes Québécois. Fait qu'on en est venu à parler du diagnostic de TDAH aussi. Il y a eu un rapport qui a été fait, mais c'est juste pour dire, moi, dans mon article, en fait, ce que je dis, c'est que les médecins, ils ont l'espèce d'aura d'experts, puis ils ont un poids politique immense. Donc, quand les médecins se lèvent puis qu'ils disent... Oui, c'est symbolique. Donc, quand les médecins se lèvent puis ils disent là, il y a un problème dans la société, on les écoute. Sauf qu'en même temps, eux, dans leur pratique privée, ils savent qu'il y a un problème. Ils l'admettent, mais des fois, ils ne sont pas capables, eux, dans leur pratique privée, de mettre un frein
à cette pratique-là. Tu comprends? Ils en ont déjà assez. Ben, il y en a beaucoup, puis ça reste des êtres humains aussi et tout. Donc, pour plein de raisons, ils vont prescrire, disons, quand ils pensent qu'on ne devrait pas. Donc, ils contribuent, tu sais, au surdiagnostic. Donc, moi, ce que je disais dans ma conclusion aussi, c'est de dire, ben, les médecins, il va quand même falloir les appuyer aussi par des politiques publiques, tu comprends? Par peut-être un changement même dans la pression que l'école met sur les parents et sur les enfants et sur les médecins. Tu sais, donc, il faut les appuyer, puis ça reste que c'est pas juste de leur faute. Je pense qu'ils contribuent au problème, mais c'est pas juste de leur faute. Ça reste encore un triptyque santé, école, famille. Puis c'est ça que la sociologie souligne souvent aussi, c'est l'interaction entre plusieurs sphères, plusieurs champs de spécialistes. C'est jamais, malheureusement, juste la faute à une personne ou très rarement, en tout cas. Mais qu'est-ce que je m'en allais dire là-dessus? Je me demande, est-ce que vous savez s'il y a une tranche d'âge en particulier ou une population en particulier qui est plus diagnostiquée qu'une autre? Oh ben oui, il y a plusieurs inégalités. En fait, quand on regarde la prévalence, d'abord les garçons, tu sais, depuis toujours, les garçons ont plus de diagnostics de TDAH que les filles, donc ils consomment plus de médicaments aussi associés. Ça, c'est constant dans les études. Ensuite de ça, au niveau du statut socio-économique, il y a eu une relation très claire, je dirais, entre la défavorisation et le diagnostic et la médication. Sauf que là, on dirait que cette relation-là entre statut socio-économique et diagnostic, on dirait qu'elle est plus complexe que ça. Puis je dirais qu'on voit peut-être même deux phénomènes. Donc, un phénomène où, en effet, les gens qui viennent de milieux plus défavorisés ou moins scolarisés reçoivent plus de diagnostics et donc consomment plus de médicaments. Mais ce n'est pas les mêmes raisons pour lesquelles on retrouve aussi beaucoup de diagnostics dans les classes moyennes et aisées. Okay? Donc, je dirais que c'est comme deux phénomènes différents. La rhétorique l'explication derrière, tu sais, on pourrait faire le lien, vu qu'on parle de sociologie, avec, disons, le capital culturel, de dire qu'un enfant qui vient d'un milieu moins scolarisé, il entre à l'école, puis il a moins les comportements attendus dès le départ. Tu sais, lui, il faut qu'il intègre beaucoup plus de normes, il faut qu'il soit socialisé comme, en tout cas, plus fortement. Je ne sais pas comment dire, mais donc, lui, quand on en vient à médicaliser ces comportements-là, c'est comme si on venait médicaliser un peu la différence entre le capital culturel qui est valorisé à l'école puis celui qu'il y a à la maison. Absolument. Tu comprends? Alors que dans les milieux classe moyenne aisée, bien là, on est plus dans la performance, je te dirais. Tu sais, alors, mettons, classe défavorisée, on est plus dans une médicalisation de la difficulté scolaire ou médicalisation même peut-être de la pauvreté, tu sais, ça serait à se questionner. Puis, quand on arrive classe aisée supérieure, là, on est plus en performance scolaire parce que on veut que les enfants réussissent à l'école. Là, c'est vraiment pour les notes, c'est vraiment pour aider, tu sais, c'est vraiment pour aider les transitions, disons, primaires vers le secondaire. Ça peut être aussi pour, c'est ça, on est dans la performance principalement. Puis ça, c'est super intéressant, ce phénomène-là, en fait. Puis ça a beaucoup évolué, là, parce que je pense qu'au début, c'était beaucoup plus peut-être lié à la défavorisation, là. Oui. Puis c'est fou aussi dans l'histoire. Je pense que c'est Norbert Elias, je pense que j'avais lu qu'il mentionnait dans un de ses livres qu'il y a eu un moment de l'histoire où la pauvreté, c'était considéré comme une folie, là. C'était considéré comme un trouble mentaux, là. Tu sais, fait comme... On est-tu tant que ça sorti de ça? Je sais plus, genre, on dirait, quand on observe ces phénomènes-là, parce que, tu sais, comme tu l'as dit, capital culturel, plus de difficultés à l'école, c'est aussi peut-être qu'il y a moins de livres à la maison, il a été moins en contact avec ce genre, le genre de matière qu'on apprend à l'école. Oui, puis juste même au souper, là. Peut-être qu'on mange pas tout le monde autour de la table, assis, tu comprends? Pendant tout le temps du souper, là. Tu sais, c'est juste ça, parce que le fait de pratiquer, disons, cette stratégie parentale-là, ça fait en sorte qu'à l'école, l'enfant, il comprend qu'il y a des moments, où il faut être assis, puis on attend, tu sais, puis on écoute, puis... Donc... C'est un paquet de facteurs. C'est super intéressant de le mentionner. Puis je me demandais au niveau de l'âge, est-ce qu'on sait qui est plus médicamenté? Oui, ça c'est très intéressant parce qu'au niveau de l'âge, il y a comme plusieurs affaires à dire au niveau de l'âge. La plus, disons, commune ou fréquente ou celle que je commence par celle-là,
c'est de dire que, tu sais, dans une classe, il y a tout le temps des plus jeunes puis des plus vieux, parce qu'il y a un âge d'entrée à l'école, disons, puis au Québec, c'est au 30 septembre. Donc, quand tu es né le 30 septembre ou au mois de septembre, tu es vraiment dans le mois où tu es le plus jeune, parce que tes collègues, en tout cas tes pères qui sont nés en octobre, eux autres, ils ont 1 an de plus que toi, tu sais, en termes de maturité. Puis en maternelle, première année, là, c'est un monde, ça fait toute une différence. Puis malheureusement, bien, ce qu'on constate, c'est que les jeunes qui sont nés avant la date butoir, donc au Québec, ça sera en septembre, ont beaucoup plus de risques d'avoir un diagnostic de TDAH et de consommer des médicaments pour le TDAH quand on les compare à leurs pères qui sont nés en octobre. Puis ça, c'est identifié là, dans tous les pays dans le monde. Là. Je te dis, sur tous les continents, là, il doit y avoir une quinzaine d'études qui ont été faites au moins à date sur le sujet. C'est systématique. On observe cette relation-là entre l'âge en lien avec la date de début de scolarisation et le risque d'avoir un diagnostic et une consommation de médicaments. C'est assez... Ça mérite une grosse réflexion de comment qu'on délimite les choses, puis notre besoin de délimiter tout le temps, de classer les gens par tranche d'âge, puis etc. Puis ça me fait penser... Moi, j'ai lu beaucoup de petits livres de la série Documents là, que je conseille pour tous ceux... Oui, c'est fantastique. Tous ceux qui n'aiment pas tant lire, là, ça, c'est tellement concis. Tu as beaucoup d'informations, mais c'est concis, c'est clair, c'est vulgarisé. C'est vraiment des bijoux, ces petits livres-là. Puis il y en a un de... Je me souviens plus de ton prénom, mais de Robichaud. En tout cas, ce sont 2 auteurs. Ça s'appelle La Juste Part. Puis il y a un chapitre, je pense que c'est le 12e, qui parle de... Rien ne sert de courir, vaut mieux être né en janvier. Ouais. C'est comme ça que ça se nomme, le chapitre. Puis il analyse en quelques pages, là, en citant justement des études et tout, de comment le mois où tu es né par rapport à ce que tu vas faire dans la vie peut t'avantager ou désavantager. Tout à fait. Puis même dans le monde du sport. Ben, ça a commencé là, je te dirais. C'est ça. Je veux pas te couper. Mais non, vas-y. Mais ça a commencé là, tout à fait, parce que, tu sais, le sport d'élite, là, on s'est rendu compte que ça marche souvent par année civile. Donc, l'année civile débute en janvier. Donc, on s'est rendu compte que ceux qui étaient nés en janvier, ils étaient favorisés, tu sais, par rapport à ceux nés en décembre. Donc, ça, on le voit dans le sport, mais là, c'est rendu, tu sais, sans doute que tu allais le dire, là, mais c'est rendu vraiment, même, on peut faire des corrélations avec le niveau de scolarité, la réussite économique, etc. Là. Absolument. Puis, tu sais, si on regarde le développement de l'enfant, ne serait-ce que des travaux de Piaget, on voit bien, là, que des mois, ça change quelque chose, là. Tu sais, puis je pense que cette différence-là, je suis pratiquement sûre qu'on la voit jusqu'à l'âge adulte, là. Si c'est pas toute la vie, là, tu sais. Mais j'imagine que c'est moins intense au fil des années, mais je pense que ça vaut la peine vraiment d'y penser parce que, justement, eux, dans le fond, ils parlaient dans le fond, t'as plus de chances, plus t'es vieux, t'as plus de chances de rentrer... Vu que tu es plus avancé, tu as plus de chances de rentrer, par exemple, dans des programmes internationaux, dans des programmes... admettons... Ben, c'est eux... En fait, si je pouvais résumer un peu la thèse, c'est des petits détails qui sont des avantages cumulatifs, tu sais, au final. Puis on peut pas vraiment rétorquer ça, là, tu sais. On peut pas vraiment pas être d'accord avec ça. C'est juste... Les chiffres le montrent clairement là, pour ceux qui sont très cartésiens. Parce que quand on regarde aussi le parcours de vie, tu sais, il y a vraiment ça, cette idée-là du cumul des avantages ou du cumul des désavantages au cours de la vie, tu comprends? Fait que tous les petits plus, tu les accumules, puis à un moment donné, ça te fait effectivement une grosse différence par rapport à d'autres. Absolument. Puis ça revient un peu à Bourdieu quand on parle de capital symbolique culturel. C'est ça aussi que ça signifie. Puis pour rester dans l'âge, est-ce qu'on voit des différences en termes de tranche d'âge, mettons ceux qui sont au primaire versus ceux au secondaire, ceux à l'université. Je suis curieuse là-dessus. Oui. Ben ça, c'est intéressant parce que je te dirais que le diagnostic de TDAH, là, il est identifié très, très tôt dans la vie d'un enfant. Okay. C'est rarement au secondaire, disons, qui est identifié pour une première fois. C'est beaucoup plus les profs de maternelle et de première année qui sont comme mobilisés aussi dans le dépistage des enfants, qui ont tout le temps ça derrière la tête, tu sais, parce qu'ils veulent justement prévenir des impacts sur la trajectoire scolaire. Fait que là, ils veulent contribuer, tu sais, à identifier le plus rapidement possible des problèmes potentiels chez les enfants. Donc, je te dirais que maternelle première,
il y a beaucoup d'enfants qui sont identifiés, mais c'est surtout identifié avec de l'hyperactivité. OK. Quand on parle de l'inattention, bien là, ça vient un peu plus tard. C'est plus comme 2e, 3e, 4e année, parce que là, les matières sont plus complexes. L'attention est davantage sollicitée aussi à l'école. Donc là, on note ceux qui sont plus dans la lune, puis que ça a des impacts sur la réussite scolaire. Fait que là, on retrouve plus ça là. Puis je te dirais que 5e, 6e année, là, c'est plus un ajustement des médicaments. Oui, des fois, là, je ne dis pas qu'on ne peut pas identifier des jeunes avec ce diagnostic-là, mais le gros du diagnostic là, arrive vraiment genre maternelle, premier cycle, 2e cycle. Donc, puis on voit vraiment aussi dans l'année scolaire comme telle, il y a vraiment, un cycle que je constate beaucoup, puis qui m'est confirmé par des collègues en éducation là, ou des profs sur le terrain, mais c'est de dire qu'on rentre à l'école très, très tôt, là, disons octobre, novembre au plus tard, il y a déjà un signalement ou une suspicion qui a été faite du TDAH pour que rapidement l'élève ait son diagnostic, sa médication avant la fin de l'année scolaire. C'est rare qu'on va aller chercher un diagnostic en juin, là. C'est rare. Qu'on laisse même pas le temps d'adaptation, en fait, peut-être aussi. Bien, on peut se questionner. On peut se questionner, surtout, c'est que, le système scolaire, une des critiques que je fais, c'est qu'il est quand même très, très rigide, OK? Très rigide. Il faut que puis il est fait comme ça parce qu'il y a beaucoup de matière, beaucoup d'affaires à voir. On fait des tests aussi, là. Il y a comme les examens et tout. Donc, il faut que les élèves soient rendus à un certain niveau de connaissance à un certain moment donné dans l'année. Donc, souvent, là, si l'élève ne sait pas lire en décembre, le prof va dire, ben là, il y a vraiment un problème ou ça commence à être problématique parce que ça va avoir un impact sur tout le reste de sa scolarité. Pourtant, je veux dire, il y a des variations individuelles dans notre façon d'apprendre, dans notre rythme d'apprentissage. Puis, tu sais, des fois, pour un enfant, il va peut-être apprendre à lire. Tu sais, si on lui laissait le temps, peut-être qu'il apprendrait à lire comme il faut juste à la fin de la 2e année. Puis qu'après ça irait bien. Tu sais, mais là, on n'a pas le temps dans notre système actuel. Là. Absolument. Puis il y a aussi tout... ça veut pas dire que, par exemple, pour la lecture, que c'est vraiment problématique, qu'il n'y a pas eu ça plus rapide, les maths, là, tu sais. Ça non plus, là, j'imagine qu'on fait pas cette distinction-là. Là. Fait que c'est assez... Je trouve ça... moi, dans ma tête, on dirait que j'ai de la misère à conceptualiser qu'on adapte l'individu à l'environnement plutôt qu'adapter l'environnement à l'individu. Je trouve ça particulièrement dysfonctionnel, là, bien honnêtement. Puis moi, tu sais, j'étais à l'université, fait que c'est plus à l'université, moi, que je l'ai vraiment ressenti fort. Puis c'est pour ça que ça me tient autant à cœur, ce genre de sujet-là, ce genre de discussion-là, parce que, tu sais, par exemple, là, on parle de médicalisation. À l'université, là, le nombre de personnes qui prennent la médication, parfait, merci, en fin de session ou mi-session, puis qui sont pas du tout diagnostiqués, ne se considèrent souvent même pas diagnostiqués, mais qui en prennent quand même, ça peut-être qu'il y a... Mais là, on rentre plus dans la drogue de performance. C'est un autre phénomène. Là, ça serait plus de la pharmaceuticalisation, dont absolument. On parle beaucoup aussi. Bien, le pont que je faisais avec ça, c'est parce que on parlait d'adapter l'environnement à l'individu. C'est, si on regarde l'histoire, mettons, de l'université, ça fait pas si longtemps que ça que l'université s'est autant démocratisée, là, que les femmes, puis toutes les classes sociales, puis là, encore là, il faut que je pèse mes mots, mais ont accès à l'université. Puis comment que ça a été pensé, l'université, c'est quand même d'un point de vue, justement, que les parents payent les études. L'enfant a souvent très peu besoin de travailler ou travaille pratiquement pas. Mais comme la réalité d'aujourd'hui, justement, si on considère que la majorité des gens qui sont à l'université travaillent et doivent travailler, parce que pour toutes sortes de raisons, là, peut-être qu'ils sont plus chez leurs parents depuis 18 ans, peut-être que leurs parents ne peuvent pas les aider là-dedans. Fait que c'est sûr que ça a un impact au niveau du temps que tu accordes à l'école. Là, tu peux pas en créer du temps. Là. Fait qu'au niveau de la charge de travail aussi, je sais pas si vous savez où je m'en vais, mais comme on dirait que moi, je trouve que comme
je trouve qu'il y a encore là peu de flexibilité, autant au niveau des heures. Tu sais, là, on sort de pandémie, puis là, je saute un peu du coq à l'âne en ce moment, mais c'est vraiment comme une réflexion que j'ai beaucoup depuis la dernière session. Puis, tu sais, on sort de pandémie, on sait que le Zoom, ça peut fonctionner. Pourquoi que ça, on le laisse pas tout le temps en option, tu sais, pour les gens? Tu sais, juste aussi la région où tu habites, le transport que tu fais, là, il y a des gens qui font à peu près 2 heures de transport par jour, si c'est pas plus 3, là. Juste ça, là, parce qu'ils sont pas sur l'île, ou, tu sais, il y a comme tout on dirait qu'on prend pas du tout en considération ces facteurs-là, puis c'est sûr qu'il y a des inégalités, puis c'est sûr que quelqu'un qu'il faut idéalement pour terminer son travail, qu'il fasse 12 heures non-stop, ben peut-être que, tu sais, on le sait, en plus, les neurosciences, on le sait que le cerveau humain peut pas passer plus que 3 heures par jour à être complètement concentré. Puis là, il faut que tu tapes 12 heures parce qu'il faut que tu remettes ton travail là. Ça se peut que tu prennes la médicamentation parce que t'as pas le choix. Tu sais, t'as carrément pas le choix. Puis là, le monde, ils vont dire, oui, t'as toujours le choix, mais comme, non, surtout pas dans ce contexte-là où t'es toujours par rapport aux autres au niveau de ta code Z pour rentrer, pour faire la maîtrise, le doc. Tu sais, genre, on dirait que moi, j'ai vraiment... C'est pour ça que je dis, je pense beaucoup à l'université, puis ça a été mon premier cue avant de regarder, de m'intéresser justement à la médicalisation avant ça, tu sais. Oui. Puis je sais pas si vous avez une réflexion là, c'est sûr à ce sujet-là. C'est sûr que la pression, elle est très, très forte. À l'université, elle est d'autant plus forte que maintenant, ça prend des diplômes de plus en plus élevés. Tu sais, ça prend même de plus en plus une maîtrise, sans rien enlever au bac. Souvent, bon, peut-être que là, on est dans un contexte d'emploi différent, mais tu sais, comment dire, on est vraiment dans on a besoin de plus en plus d'être éduqué, de un. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de pression parce qu'on veut réussir, on va dans des programmes contingentés, souvent même qui mettent de la pression sur les étudiants, tu sais. Puis ceux qui prennent la médication, ou qui prennent des drogues de performance comme ça, sont souvent dans des programmes hyper performants, style médecine, droit, tu comprends? Ouais. Donc, où les exigences sont très élevées, où il y a vraiment beaucoup à faire en peu de temps et tout. Je voulais aussi revenir sur le fait que, tu sais, la vie d'aujourd'hui a quand même beaucoup changé. Hein? Avant, on avait une vie relativement linéaire où, tu sais, on allait à l'école. Quand l'école était terminée, souvent, on était en couple aussi peut-être à ce moment-là. Alors là, on s'achetait une maison, on avait un travail et on restait, on se mariait, on avait des enfants, tu sais. Donc, il y avait quand même une linéarité, puis l'école, c'était terminé. Mais là, aujourd'hui, c'est différent. Là, on est vraiment à l'école tout au long de la vie. Donc, on peut arrêter l'école ou même terminer nos études, aller sur le marché du travail, retourner à l'école pendant qu'on est aux études. Tu sais, puis tout se mêle aussi, là... tu sais, toutes les étapes, disons, de la vie adulte se font plus nécessairement en linéarité. Maintenant, ils peuvent se faire avec des allers-retours ou tout en même temps ou tu sais, pas dans l'ordre, disons, qu'on avait prévu non plus. Donc, c'est vrai qu'on peut se questionner, tu sais, moi-même, comme prof, là, je fais une confidence, je me dis, mais pourquoi c'est 3 heures mes cours d'université, tu sais? Des fois, j'aimerais ça les morceler, disons, peut-être ça serait mieux 2 fois 1h30, tu comprends? Mais bon, là, faudrait avoir la structure. Puis il y a les conventions collectives aussi qui viennent jouer, hein, avec le choix de Zoom ou pas à offrir. C'est quoi leur discours? Dans le sens que, tu sais, moi, je suis prof, là, puis quand on enseigne avec des gens à distance, notre cours, il n'est pas nécessairement pensé de la même manière. Si on veut offrir comme une bonne expérience, tant à ceux qui sont en ligne qu'à ceux qui sont en présentiel, tu sais, là, il faut avoir des stratégies pédagogiques qui vont permettre d'inclure ceux à distance, en même temps d'inclure ceux en présence, tu comprends? Puis ça fait une différence, dans notre enseignement, mais il faut aussi des locaux adaptés qui vont nous permettre, tu sais, d'être visible, nous, le prof, tu sais, d'avoir
Tu comprends, un bon micro, une caméra pour qu'on puisse bouger aussi. Si on est habitué d'enseigner en bougeant autour de la classe, puis que là, on doit rester statique en avant parce que notre micro nous accroche à notre ordinateur, tu sais, c'est pas agréable pour le prof, puis c'est pas agréable non plus pour les étudiants là, qui écoutent, là. Donc, tu sais, je dis pas qu'il faut pas le faire, là. Ça serait même sans doute une solution écologique, tu sais, une solution à plein de problèmes, même de conciliation travail-famille, à l'avancement même de la scolarisation de certaines populations et tout, là. Mais c'est juste qu'il y a quand même beaucoup d'affaires qui entrent en considération. Ouais, je comprends. Mais mettons, là, puis là, c'est hypothétique, là, ce que je dis, mais tu sais, il pourrait pas avoir une classe en ligne, puis une classe, tu sais, puis... Là, ça dépend des ressources universitaires et tout, mais ça reste complexe. Mais, tu sais, je veux dire, les questions se posent, là. Parce qu'avec la pandémie, il y a quand même beaucoup d'affaires qui ont changé dans notre vie. Avec les changements climatiques aussi, là, auxquels on fait face actuellement, tu sais, il faut offrir des réponses. Donc, je pense juste qu'il faut, justement, réfléchir comme il faut, tu sais, puis avoir la réflexion, puis... Mais je suis pas sûre, tu sais, que le politique a tout le temps le goût vraiment d'ouvrir cette boîte. Oui, la boîte de Pandore, là, parce que même, tu sais, je disais tantôt, le système scolaire n'est pas toujours adapté non plus aux primaires, ça reste difficile, là. Oui, à bouger. Non, ça, c'est sûr, je comprends, là. Mais, je trouve ça dommage parce que ouais, tu sais, comme même moi, mon père, justement, quand j'avais commencé à faire des Zooms, moi, il m'avait dit, crème, si j'avais juste ça là, comme option, là, je serais restée à l'école même plus longtemps, tu sais. Parce que, justement, c'est plus flexible. Puis, tu sais, c'est l'exemple des Zooms, mais même au niveau des travaux, tu sais, moi par exemple, puis encore là, c'est parce que je peux pas vraiment parler pour personne d'autre, fait que je vais parler de moi, mais, tu sais, moi, les examens, là, c'est jamais là que j'ai mes bonnes notes. Moi, je suis bien meilleure dans les travaux parce que... Puis je me rends compte aussi que l'information rentre plus. Moi, ça fonctionne comme ça. Moi, le par cœur, l'espèce de 3 heures absolument de faire ton examen, là, moi, je me stresse pas même avec ça. Puis, bref, tout ça pour dire que moi, mettons, je suis vraiment plus... Je préfère de loin les travaux, même si c'est plus de temps, c'est moins... tu sais, mettons, l'étude, tu peux te dire, OK, 2 heures par soir, puis à l'examen, tu as 3 heures, puis tu sais, c'est très... mais comme je disais tantôt, moi, je suis quelqu'un qu'il faut qu'il se donne la flexibilité, donc je suis plus une fille de travaux, puis je ne doute pas que... Puis là, encore là, ça dépend des programmes, là, mais tu sais, je doute pas qu'il y en a qui sont plus examens, mais comme, est-ce que ça pourrait se faire aussi, comme, tu sais, probablement, là, tu sais, notre cerveau, il est tout différent, puis comme on dirait que je comprends pas la psycho comme la socio comme le politique ne se penche pas plus là-dessus parce que nombre de personnes qu'on perd, tu sais, dans le système scolaire, moi je trouve ça juste dommage, puis dommage non seulement pour la société qui perd ces gens de talent-là, mais aussi pour ces individus-là qui vont passer toute leur vie à penser que oh non, mais j'étais pas bon à l'école, puis non, t'étais peut-être pas bon parce que c'était une structure qui t'allait pas, tu sais. Moi, c'est comme... Moi, c'est ma réflexion. C'est ma réflexion jusqu'à présent, elle s'arrête là, mais comme je suis ouverte à ce qu'elle continue, mais comme pour l'instant, je trouve ça juste dommage, puis je trouve que c'est un peu mon cheval de bataille personnellement, parce que justement, moi j'ai fait, mettons, programme international, fait que j'ai eu cette chance-là, puis mon frère faisait régulier, moi je me tenais beaucoup avec des réguliers, je l'ai observé aussi, cette espèce de différence-là dans le traitement, puis dans les avantages, puis j'ai tout le temps trouvé ça difficile mentalement à me dire comme... Tu sais, par exemple, on avait plus d'activités, on avait des profs que, tu sais, pour rentrer dans les programmes internationaux, faut que tu sois un excellent prof, là, vraiment comme tu passes plusieurs entrevues, t'es plus regardé, t'es plus checké. Puis moi, tout mon secondaire, j'étais comme crème. Genre, je suis excessivement chanceuse, reconnaissante, mais crème que c'est pas moi qui en avait le plus de besoin, là. Ben, tu sais, on parlait tantôt du cumul des avantages ou du cumul des désavantages. Oui. Ben, tu sais, juste le fait d'avoir des meilleurs profs, plus motivés, plus stimulés, tu sais, qui vont suivre
Ben, des cohortes aussi, d'étudiants motivés, tu comprends? Ça fait toute une différence, mais tu as raison que tout le monde devrait avoir accès, en fait, aux meilleures écoles, aux programmes aussi. Le fun. Tu sais, il y a plein de monde qui ont le goût de faire sport-études, mais qui peuvent pas pour différentes raisons, que ce soit les notes, que ce soit autre chose. Donc, je trouve que là, il y a l'air, en tout cas, dans les médias récemment, il y avait comme beaucoup d'ouverture là, à ouvrir les programmes particuliers, puis on parle souvent de l'école à 3 vitesses au Québec, là, avec les programmes, le public régulier, le public enrichi avec des programmes particuliers, puis le privé. Puis là, il y a eu plusieurs discussions là, dans les médias, entre autres, là, sur le fait que là, on est... en tout cas, il y a des écoles, du moins, qui semblent agir par rapport à cette 3 vitesses-là pour diminuer là, les limites, les disparités, puis les limites à l'entrée dans les programmes particuliers au public, entre autres. Oui, absolument. Ouais, je pense que c'est ça, on a dit beaucoup de choses qui méritent, à mon sens, beaucoup de réflexion. Puis par exemple, en tout cas, c'est pas quelque chose que je voulais dire, mais par exemple, moi, c'est pour ça que je veux continuer à maîtrise doctorat. Moi, je disais que c'est mon cheval de bataille, mais ça, moi, je trouve ça... Comme Renaud Goyer mentionnait au podcast qu'on avait tourné ensemble, il n'y a personne qui se penche sur c'est quoi aller à l'école au Québec, là. Ou très peu, ou par secteur, puis par, justement, médicalisation. Tu sais, là, on y touche un peu, mais comme vraiment d'y aller globalement, là, ça me motive énormément à continuer. Mais bref, sur ce, je sais pas si tu avais un dernier mot à dire. Une petite conclusion? Une petite conclusion, mais je te remercie énormément. Puis, c'est moi qui te remercie. Je pense que la médicalisation, il faut, comment dire, j'ai goût de dire, il faut être conscient que ça se passe à l'heure actuelle. Il faut être conscient que les enfants vivent de plus en plus d'expériences où tous les aspects de leur vie sont médicalisés. C'est pas nécessairement positif, tu sais. Donc, il faut garder ça en tête, il faut réfléchir, puis il faut rester critique aussi. C'est très juste, c'est très sage. Merci Marie-Christine. Merci à toi. Au plaisir peut-être de se rejaser ou de se revoir au cours de mon parcours scolaire. Ben oui, merci.